Salut la communauté. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder 5 points essentiels auxquels il faut faire très attention. Il faut prêter une attention particulière quand vous décidez d'investir en bourse. D'accord? Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Alors, ces 5 points que je vais partager avec vous, c'est les points que vous voyez déjà là. Et le premier point, en fait, ça concerne les changements. En bourse, une chose qui est capitale à accepter, c'est que des changements vont arriver, hein, et notamment sur Main Street. À Main Street, j'entends le terrain des activités même des entreprises dans lesquelles vous investissez. Donc, par exemple, si vous investissez dans Coris Bank, vous devez accepter que des changements vont intervenir sur le secteur bancaire dans le mois qui peuvent affecter les opérations de Coris Bank. Et vous devez être dans une position où vous pouvez anticiper ces changements-là. Vous voyez? Alors, quand je dis anticiper, ça ne veut pas dire prévoir, mais pouvoir, s'il y a vraiment un choc qui se produit, avoir la capacité de résilience de pouvoir ressusciter après ça. Donc, tout ce que je veux dire, c'est ne mettez pas, là, ne mettez pas 100% de vos œufs sur Coris Bank et si un truc se produit, vous êtes complètement KO, non? Parce que même si vous suivez bien mes vidéos, où je suis très concentré sur Coris Bank, ouais, il y a quand même un plan de diversification, on est d'accord? Alors, donc ça, c'est le premier point que je veux évoquer, c'est que les changements vont arriver. Alors, ne faites pas et n'investissez pas dans des entreprises où la macroéconomie même prédit déjà que ce secteur industriel là va disparaître. Donc, je prends un exemple tout simple. Je prends l'exemple des journaux, par exemple. Alors, n'allez pas, comment dire, investir dans une maison de presse qui fait des journaux. Parce que on est à l'ère du digital, tout est en train d'être numérisé et les journaux, tôt ou tard, ça va disparaître. C'est qu'un exemple. Donc, n'allez pas investir dans un secteur plus, qui est en voie de disparition, littéralement. Alors, c'est la même chose qui s'est passée à l'époque de Kodak, par exemple, où il y a Fuji qui permettait de faire des photographies, ça pouvait sortir expressément là, tout de suite. Kodak, il a pris son temps, Kodak a disparu. Les gens qui investissent sur Kodak et qui n'ont pas accepté le fait qu'il y a ce changement-là qui intervenait dans l'industrie, qui avait une nouvelle technologie qui permettait de faire des photos plus rapidement, ils n'ont pas accepté, ils ont perdu toute la mise. Alors, je prends quel autre exemple? Je prends l'exemple de Nokia. Alors, avec ce qui s'est passé pour tout le monde, c'est les smartphones, comment iPhone est venu tout rafler, comment Android est venu tout rafler et Nokia est resté sur la paille, tout simplement parce qu'ils n'ont pas suivi le changement qui se produisait dans le secteur, ou bien Xerox encore. Ils continuaient de faire des photocopies à une époque où on scannait tout, on mettait tout en ligne. Et ils ont mis tout leur argent sur ce business-là, les photocopieuses. Alors que on est au 21e siècle là. Alors, donc voilà. Premier point, acceptez que les changements vont arriver et apprêtez-vous, donnez-vous suffisamment de résilience pour pouvoir ressusciter après ce genre de choc. Le deuxième point que j'ai abordé ici, c'est, et je l'ai déjà abordé ce deuxième point, le value investing. Ici, je vais parler d'une stratégie d'investissement. Vous devez clairement avoir une stratégie d'investissement. Alors, j'en ai déjà parlé dans une vidéo passée et ce que je veux dire ici, c'est, même si vous n'adoptez pas nécessairement le value investing comme moi, vous devez quand même avoir une stratégie d'investissement. Ne faites pas confiance à votre intellect. Hein. Ne dites pas que vous pouvez raisonner par vous-même et développer vous-même directement from scratch une stratégie qui va marcher et comme ça, quoi, et aller sur le marché comme ça. Ça ne marche pas. C'est la vérité. Parce que je ne sais pas quel QI vous avez, mais vous n'allez pas me faire croire que juste dans une vie, vous allez développer une stratégie, hein, qui va battre des stratégies qui ont pris des décennies à construire comme le value investing, ou bien d'autres stratégies que d'autres personnes utilisent. Je ne sais pas quel QI vous avez. N'ayez pas cet orgueil-là. Allez prendre une autre stratégie. S'il faut l'adopter à votre personnalité, adoptez-la. Mais ne commencez pas from scratch, de vous-même. Et ne commencez pas par raisonner pour dire je suis suffisamment intelligent pour juste battre le marché. Non. La plupart des gens qui sont sur le marché pensent comme vous, justement. Et ouais, quoi. C'est comme, je sais plus où je l'ai lu, c'est dans un combat autour où tu sais que ton adversaire va sortir un couteau, c'est pas un couteau qu'il faut sortir, c'est un fusil. On est d'accord? Donc, ne fais pas comme lui. Il sort son intellect comme couteau, va sortir une stratégie pour finir par des gens bien plus brillants que lui et qui ont fait le preuve pendant des années pour le battre sur le marché. C'est aussi simple que ça. Le troisième point que je vais aborder ici, c'est ce qu'on appelle Monsieur Market. Alors, je ne sais pas si vous avez lu L'investisseur intelligent. C'est
le marché est irrationnel, le marché est inefficient. Ne faites pas confiance à la théorie de Fama Eugène, ou bien je ne sais même plus comment il s'appelle, qui parle de l'efficience du marché. C'est faux. Le marché n'est pas efficient. Si le marché était efficient, Warren Buffett ne serait jamais devenu milliardaire. Charlie Munger ne serait jamais devenu milliardaire. Maurice Abraham ne se serait jamais fait une fortune. Lilo n'aurait jamais été reconnu comme un investisseur terrible et ce genre de trucs-là. Donc voilà quoi. Le marché est inefficient et c'est de ça que nous profitons justement, des inefficiences du marché. Alors, le point principal que je vais aborder ici, c'est Monsieur Market. Considérez le marché comme un monsieur, donc personnalisez-le, un monsieur irrationnel qui chaque fois vient vous proposer des prix. Donc, les actifs qui sont sur le marché, ils viennent chaque fois vous dire, tu veux acheter X, ce prix-là, et le lendemain revient encore pour dire, tu vas acheter X à un autre prix encore. Le troisième jour, il revient pour dire, tu vas acheter X à un autre prix encore. Vous voyez, genre, c'est pas évident que juste en 3 jours, le prix de X est varié autant, on est d'accord. Si c'était dans l'immobilier, votre résidence principale, par exemple, je ne suis pas sûr que la valeur de la résidence principale est variée autant, on est d'accord. Ou bien si c'est une ferme, je ne suis pas sûr que la valeur de la ferme entière varie pendant 3 jours. De la manière dont M. Market est en train de le dire, là, on est d'accord. Donc, prenez juste M. Market comme un fou et profitez de lui quand il vous propose des prix très bas. Et profitez aussi de lui quand il vous propose des prix très hauts. Très bas, achetez, très haut, sortez, vendez-le. Parce que quand il propose un prix, littéralement, ce n'est pas seulement pour essayer de vous vendre, il est aussi prêt à acheter à ce prix-là. Donc, profitez-en. Monsieur Market est irrationnel. Ne pensez pas que parce qu'une action monte, ça va monter indéfiniment et que le marché a raison. Le marché n'a pas raison, le marché a tort. La plupart du temps, le marché a tort. Le marché est irrationnel par nature. C'est comme le dit Warren Buffett, sur le coup terme, le marché est complètement irrationnel. Le coup terme, le marché va se comporter comme une machine de votes. Donc, laissez vos émotions des gens. Mais sur le long terme, le marché se comporte comme une machine à peser. Donc, si votre actif, l'action dans laquelle vous êtes en train d'investir, ça vaut 2000 francs CFA, sur le long terme, le marché va vous dire c'est 2000 francs CFA que ça vaut. Le marché s'en fout de si vous l'avez acheté à 10 000. Non, sur le long terme, ça va valoir 2000. Le marché. Alors, le quatrième point que je vais aborder ici, c'est ce qu'on appelle la notion de risque, que vous devez comprendre absolument si vous voulez investir sur la BRVM. Alors, vous allez lire dans la littérature et ce que les gens, la plupart des gens s'appellent risque sur le marché, c'est la volatilité du marché. Ils confondent la notion de risque et la notion de volatilité. C'est même pas moi qui le dis. En fait, tout ce que je vous dis, ce n'est pas des avis que je partage avec vous. C'est pas mes raisonnements. On est d'accord? C'est des gens bien plus brillants que moi, bien plus intelligents que moi, bien plus avisés que moi, qui ont fait leur preuve sur le marché, qui ont développé des stratégies millénaires, on est d'accord. Et je ne fais que venir ici pour partager ces stratégies-là, en fait. Donc, ce n'est même pas mon intelligence, ce n'est pas mon QI que j'utilise pour vous parler. Hmm? Alors, donc, une confusion principale qu'il ne faut pas faire, c'est la notion de risque et la notion de volatilité. La volatilité n'est pas le risque, on est d'accord? Pour nous, valons investisseurs, ce qu'on appelle le risque, c'est la probabilité de perdre notre capital de manière définitive. Si on achète une action à 10 000 et que le lendemain, ça vaut 7 000, ça ne veut pas dire que l'action est risquée, ou bien et que le surlendemain, ça vaut 15 000. Ça ne veut pas dire que l'action est risquée, c'est juste que le marché est volatile. C'est tout. Ce que nous appelons risque, c'est des événements qui ont trait aux fondamentaux de l'entreprise. Alors, comme le fait que une entreprise ait un seul client ou ait peut-être 3 clients, mais vend la plupart de ses produits, je dis souvent 15% de ses produits à un seul client. Ça, c'est risqué. Parce que si quelque chose arrive à ce client-là, c'est une bonne partie du chiffre d'affaires de l'entreprise qui disparaît. Ça, c'est un risque. Ou bien une entreprise qui a un fournisseur qui, comment dire, a une historique de charger ses clients de manière très exponentielle. Donc, un fournisseur qui vend très cher ses produits. Et ce n'est que ce fournisseur-là que notre entreprise a comme fournisseur. Une situation dans laquelle on veut se retrouver. Ou bien une entreprise qui existe dans un pays où le secteur, enfin, l'industrie, l'autorité de régulation qui régule l'industrie prend des décisions genre, qui ne favorisent pas vraiment les entreprises locales. Ça, c'est quelque chose qui est risqué. C'est des entreprises dans lesquelles on n'investirait pas. Ça, c'est des raisons qui sont attribuables aux fondamentaux même de l'entreprise, qui
qui affecte directement les fondamentaux de l'entreprise et donc la valeur de l'entreprise. Ce que nous n'appelons pas risque, c'est la volatilité. Et il y a ce ratio-là qui est calculé souvent, ils appellent ça le bêta. Le bêta mesure la volatilité d'une action et c'est un bêta haut, ça veut dire une action risquée, un bêta bas, ça veut dire, je sais pas, hein, les trucs. Donc voilà quoi. Donc, si vous voulez investir sur le long terme, un truc qu'il ne faut pas confondre, c'est la volatilité et le risque. La volatilité n'est pas le risque. La volatilité, nous, ça nous avantage même. Nous, on est prêt à profiter de la volatilité. Quand l'action baisse, on achète. Et quand ça monte, on s'en débarrasse. Et il y a même des occasions, on ne se débarrasse pas de certaines actions quand ça monte. Ça, c'est un cas spécial, on va en parler après. Et alors, le cinquième point, le dernier point que je vais aborder ici, c'est la volatilité maintenant. D'accord? Et en fait, je l'ai déjà abordé. Un, il ne faut pas la confondre avec le risque. Et deux, il faut savoir que la volatilité, nous, on n'a pas peur de la volatilité en tant que value investor. Donc, que value investor, on est plutôt ami de la volatilité. Hein? Mr. Marketing nous propose des prix très bas. On en profite. Alors, pour ne pas faire trop loin, pour ne pas me répéter sur ce dernier point, en fait, j'ai déjà tout dit. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas. Ciao.